Elif Shafak, Sophie mon amour. Chapitre 11. Ella. Northampton, 21 mai 2008. Prêt à subir une scène, David rentra tôt le lendemain matin et trouva Ella endormie au lit avec doux blasphème ouvert sur ses jambes et un verre de vin vide sur la table de chevet. Il s'approcha dans l'idée de remonter un peu la couverture et de s'assurer qu'elle était bien au chaud, mais il changea d'avis. 10 minutes plus tard, Ella se réveilla. Elle ne fut pas surprise d'entendre que son mari prenait une douche. Il pouvait flirter avec d'autres femmes et apparemment même passer la nuit avec elles, mais il préférait sa propre salle de bain pour sa douche du matin. Quand David revint dans la chambre, Ella feignit de dormir, lui épargnant de devoir expliquer son absence. Moins d'une heure plus tard, tant son mari que ses enfants partis, Ella se retrouva seule dans sa cuisine. La vie semblait avoir repris son cours habituel. Elle ouvrit son livre de cuisine préféré, l'art culinaire simple et facile, et après avoir envisagé plusieurs recettes, elle choisit un menu assez exigeant qui l'occuperait tout l'après-midi. Soupe de palourdes au safran, noix de coco et orange. Pâte aux champignons, herbes fraîches et 5 fromages. Côte de veau aux vapeurs de romarin, vinaigre et ail grillé. Salade d'haricots verts et de chou-fleur au citron vert. Puis, elle se décida pour un soufflé tiède au chocolat en dessert. Ella aimait cuisiner pour toutes sortes de raisons. Créer un repas délicieux à partir d'ingrédients ordinaires n'était pas seulement gratifiant et épanouissant, mais aussi étrangement sensuel. Plus encore, elle aimait cuisiner parce qu'elle y excellait, et cela apportait une certaine sérénité à son esprit. La cuisine était le seul lieu de sa vie où elle pouvait éviter tout à fait le monde extérieur et arrêter le cours du temps en elle. Le sexe produisait le même effet sur certains, se disait-elle, mais il fallait être deux, alors que pour cuisiner, on n'avait besoin que de temps, de soins et d'un sac de courses. À la télévision, les gens qui cuisinent vous font croire qu'il s'agit d'inspiration, d'originalité, de créativité. Leur mot préféré est « expérimenter ». Et là n'était pas d'accord. Pourquoi ne pas laisser l'expérimentation aux scientifiques et l'excentricité aux artistes ? Cuisiner, c'était connaître les bases, suivre les instructions et respecter la sagesse accumulée au fil des temps. Il suffisait d'utiliser les traditions validées par le temps, mais pas d'expérimenter. Le savoir culinaire venait des coutumes et des conventions, et l'ère moderne avait beau minimiser ces concepts, rien ne s'opposait à ce qu'on reste traditionnel en cuisine. Il faut dire qu'Ella aimait sa routine quotidienne. Chaque matin, à peu près à la même heure, la famille prenait le petit déjeuner. Chaque week-end, ils allaient au centre commercial et le premier dimanche de chaque mois, ils organisaient un dîner avec leurs voisins. Comme David était un bourreau de travail qui ne disposait que peu de temps de loisirs, Ella se chargeait de tout à la maison. Gérer les finances, trouver l'artisan qui allait recouvrir les fauteuils, assurer l'entretien de la maison, faire les courses, organiser l'emploi du temps des enfants et les aider pour leurs devoirs, etc. Le jeudi, elle allait à son club de cuisine Fusion, dont les membres mêlaient les cuisines de différents pays et rafraîchissaient des recettes ancestrales grâce à de nouvelles épices et à des ingrédients inattendus. Chaque vendredi, elle passait des heures au marché fermier, interrogeant les agriculteurs sur leurs produits, lisant l'étiquette d'une confiture de pêche bio allégée en sucre ou expliquant à une autre cliente comment cuire au mieux les petits champignons portobello. Tout ce qu'elle n'avait pu trouver, elle le prenait au magasin bio en revenant chez elle. Le samedi soir, David l'emmenait au restaurant, thaï ou japonais en général. Et s'il n'était pas trop fatigué ou ivre, ou tout simplement pas d'humeur, quand il rentrait à la maison, il faisait l'amour. Petit baiser, mouvement tendre, exprimait moins de passion que de compassion. Le sexe, qui avait été leur lien le plus fiable, avait depuis longtemps perdu son brio. Il arrivait que des semaines passent sans qu'ils fassent l'amour.
Ella trouvait curieux que le sexe ait été si important dans sa vie et que, maintenant qu'il était non existant, elle se sentit soulagée, presque libérée. En gros, elle se satisfaisait de l'idée qu'un couple marié depuis longtemps puisse abandonner peu à peu le besoin d'attirance physique pour arriver à un mode de relation plus fiable et plus stable. Le seul problème, c'était que David n'avait pas autant abandonné le sexe en général que vis-à-vis de son épouse. Jamais elle ne lui avait parlé ouvertement de ses aventures. Elle ne laissait même pas entendre qu'elle avait des soupçons. Il était d'autant plus facile pour elle de feindre l'ignorance qu'aucun de leurs proches amis n'était au courant. Il n'y avait ni scandale, ni coïncidence embarrassante, rien pour que les langues se déchaînent. Elle ne savait pas comment il s'y prenait, étant donné la fréquence de ses relations avec d'autres femmes, en particulier avec ses jeunes assistantes, mais son mari parvenait à gérer la situation avec astuce et discrétion. L'infidélité avait pourtant une odeur. Ella le savait. Si les événements s'étaient enchaînés, Ella ne pouvait dire ce qui était venu en premier, ni ce qui avait suivi. Sa perte d'intérêt pour le sexe avait-elle été à l'origine des infidélités de son mari, ou bien était-ce l'inverse? David avait-il trompé? Avait-elle ensuite négligé son corps et perdu tout désir sexuel? De toute manière, l'issue était la même. Le rayonnement entre eux, la lumière qui leur avait permis de naviguer sur les mers inconnues du mariage, qui avait gardé leur désir vivant, même après 3 enfants, avait disparu au bout de 20 années, tout simplement. Pendant les 3 heures qui suivirent, son esprit vrombit de pensée tandis que ses mains s'affairaient. Elle coupa des tomates, écrasa de l'ail, fit fondre des oignons, tourna la sauce, râpa des zestes d'orange et pétrit la pâte de son pain complet. C'était le meilleur conseil que la mère de David lui avait donné quand ils s'étaient fiancés. Rien ne rappelle plus son foyer à un homme que l'odeur du pain qui sort du four. N'achète jamais ton pain, cuis-le toi-même, ma chérie, il fera des merveilles. Au terme de cet après-midi entier de travail, Ella mit la table avec serviettes assorties à la nappe fine, bougies parfumées et bouquets de fleurs jaunes et oranges si lumineuses et fraîches qu'elles avaient presque l'air artificielles. La touche finale fut l'ajout de ronds de serviettes rutilants. Quand elle eut terminé, la salle à manger était prête à être photographiée pour un magazine de décoration de luxe. Fatiguée mais satisfaite, elle alluma le téléviseur de la cuisine pour suivre les nouvelles locales. Une jeune thérapeute avait été poignardée dans son appartement. Un court-circuit avait déclenché un incendie dans un hôpital et 4 lycéens avaient été arrêtés pour vandalisme. Elle secoua la tête devant le nombre infini de dangers qui menaçaient son monde. Comment des gens comme Aziz Zahara pouvaient-ils trouver le désir et le courage de se rendre dans les régions les moins développées du globe, alors que même les banlieues riches d'Amérique n'étaient plus sûres? Ella trouvait troublant qu'un monde imprévisible et impénétrable puisse inciter des gens comme elle à rester chez eux, et qu'il ait un effet opposé sur quelqu'un comme Aziz, le poussant à s'embarquer dans des aventures loin des sentiers battus. À 19h30, les Rubinstein s'installèrent à leur table parfaite, les bougies allumées, donnant à la salle à manger un air sacré. Un étranger aurait pu croire qu'il représentait la famille idéale, aussi harmonieuse que les volutes de fumée se dissolvant lentement dans l'air. Même l'absence de Jeannette ne ternissait pas le tableau. Ils mangèrent en écoutant Orly et Avi raconter les événements du jour au lycée. Pour une fois, Ella leur fut reconnaissante de leur bavardage bruyant. Il couvrait le silence qui, sinon, aurait pesé lourdement entre son mari et elle. Du coin de l'œil, Ella vit David planter sa fourchette dans un bout de chou-fleur et le mâcher lentement. Elle regarda ses lèvres minces et pâles, ses dents blanches nacrées, une bouche qu'elle connaissait si bien, qu'elle avait si souvent embrassée. Elle l'imagina en train d'embrasser une autre femme. Elle ne s'expliqua pas pourquoi, mais la rivale qui apparut dans son esprit n'était pas la jeune secrétaire de David, mais une version à grosse poitrine de Suzanne Sarandon.
athlétique, confiante. Elle avait moulé ses seins dans une robe serrée et portait de hautes bottes en cuir rouge à talons aiguilles. Son visage brillait, presque illuminé par trop de maquillage. Ella imagina David embrassant cette femme avec une précipitation dictée par sa faim, un mouvement très différent de celui avec lequel il mâchait son repas à la table familiale. C'est à cet instant même, alors qu'Ella mangeait le résultat des recettes de son art culinaire simple et facile, alors qu'elle imaginait la femme avec qui son mari avait une aventure, que quelque chose craqua en elle. Elle comprit avec calme cette évidence absolue. En dépit de son inexpérience et de sa timidité, un jour, elle abandonnerait tout. Sa cuisine, son chien, ses enfants, ses voisins, son mari, ses livres de cuisine, ses recettes de pain maison, etc. Elle sortirait dans ce monde où se produisaient tout le temps des choses dangereuses.